Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette conférence organisée dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances. Elle sera animée par M. Oscar Elimbi, directeur de Monnaie Autrement et conférencier. Cette conférence se veut un moment de discussion ouverte, sans aucun attachement ou appui politique. On voulait vraiment préciser que ça n'a aucun attachement politique. Et avant de commencer, j'inviterai toutes les personnes de soit d'éteindre leur caméra s'ils ne veulent pas être vus, étant donné que cette conférence est transmise en direct sur Facebook et aussi transmise sur YouTube. Et aussi de fermer vos micros. À la toute fin de la conférence, on va avoir une période de questions, donc vous pouvez adresser vos commentaires et questions à M. Elimbi. Donc, n'hésitez pas également d'écrire des commentaires dans le chat. Il me fera plaisir de les adresser à la fin de la conférence à M. Elimbi. Donc, je vous laisse la parole, M. Elimbi. Je vous transmets également le statut de conférence. Voilà, vous pouvez commencer votre présentation. Donc, et puis, c'est bon, tout le monde me voit? Vous avez réussi à me lire là? Oui, très bien. On le voit. Oui, rebonsoir tout le monde. Et, donc, la pensée blanche et le chant du Magnificat est le titre. Et je vais, dans un premier temps, expliquer le titre. La pensée blanche est un concept que j'ai emprunté à Lilian Thuram, qui est un humaniste, et puis le fondateur de l'éducation, d'un organisme en France. Il fait en fait référence à la conviction qu'ont les Occidentaux, donc ça veut dire les Blancs d'Europe, qu'ils sont supérieurs aux autres peuples de la Terre et qu'ils doivent éduquer en leur imposant leur vision du monde. Je vous dis tout de suite, je vais prendre à peu près 15 à 20 minutes maximum pour laisser le plus de place aux questions et à la discussion. Donc ça va être court. Donc, et le chant du Magnificat, lui, par contre, si vous me permettez d'utiliser un vocabulaire chrétien, hein, j'ai choisi ça. Pourquoi? Parce que c'est un chant cantique que Marie, hein, qui était la future mère de Jésus, donc cette femme juive, a chanté à sa cousine Élisabeth, qui était enceinte. Donc, cette dernière annonçait la future maternité divine de la part de l'ange Gabriel. Et ce chant cantique commence précisément par la célébration du fait que ceux qui étaient à genoux, maintenant se sont redressés. L'équivalent de ça est un peu l'humiliante défaite que les esclaves d'Haïti infligèrent à la grande armée française de Napoléon, à Versailles en 1803. C'est l'équivalent un peu de ça du Magnificat, le chant du Magnificat. Donc les esclaves se sont redressés. Et c'est ça le lien entre la pensée blanche et le chant du Magnificat. En application de la loi universelle, dans la loi d'action et réaction, cette civilisation occidentale qui est en déclin, c'est reconnu de tous, est terrorisée par la perte du monde dominé par sa pensée blanche et du sort que lui réserveront ceux qui étaient à genoux il y a quelques années encore. Cela amorce une nouvelle civilisation. Les Occidentaux étaient accompagnés de la Bible et des armes à chaque colonisation des peuples, en Afrique, en Amérique et partout ailleurs dans le monde. Dans certains commandements contenus dans le livre sacré, donc dans la Bible, sont très instructifs. Le 6e commandement, le 8e commandement, le 10e commandement qui nous dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain », et ainsi de suite. Mais celui qui coiffe l'ensemble, c'est le livre de Galates, chapitre 6, verset 7, qui nous dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si c'est moi qui l'avais dit, quelqu'un pourrait dire ok, attention, Oscar Elimbi a les intentions de se venger ou parle d'un langage de violence ou quelque chose comme ça. Non, c'est la Bible, celle qui nous a emportés. Donc, en utilisant le vocabulaire chrétien, il y a peu de chances de me tromper dans mes sources. Je parle le même langage que les chrétiens suprémacistes. Qu'est-ce que je veux faire avec ce petit travail, ce questionnement que j'amène ici en forme de conférence?
En fait, je défends l'idée que si l'invention de race est une science européenne liée à l'entreprise esclavagiste et coloniale, le concept creux de racisme qui en découle est en réalité le suprémacisme occidental, qui s'appuyait sur la domination militaire de cette entreprise depuis des siècles. Donc, en fait, ici, je suis en train de dire que je ne crois pas au racisme, mais au suprémacisme. Sans puissance militaire, aucun peuple ne peut dominer un autre. Ça va de soi. Sans Africains, opposés à sans Occidentaux, je pense qu'il n'y a pas match. Okay? C'est reconnu qu'ils sont plus forts. Mais maintenant, si vous additionnez les armes, si les gens rentrent en compte, c'est une autre affaire. Aucun Africain ne va tenir 5 minutes. Oui? Donc, les suprémacistes voient donc, et c'est là le lien, quand ce titre, le titre que j'ai donné, et puis le résumé que les gens ont vu sur le flyer, c'est que les suprémacistes voient en celui qu'ils méprisent ou discriminent un esclave, un colonisé, celui qui est dominé, un pauvre, l'autre qui vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas du tout du racisme, mais plutôt l'expression d'un sentiment de supériorité d'un esprit tourmenté. Vous allez comprendre le mot tourmenté, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Ce qui arrive, ce genre de comportement arrive au sein d'une même famille. Ça arrive au sein d'un même peuple. L'Allemand, tout le monde, l'Allemagne et puis la France se sont battus. Il y a eu la guerre. C'était quand même. Ne sont-ils pas des Européens biberonnés à la même pensée blanche? C'est les mêmes personnes. Ce sont des Blancs. Mais ils se sont battus. Ce n'était pas une question de racisme. C'était juste une question que l'autre voulait montrer à l'autre qu'il était supérieur. Ça arrive aussi dans des familles. Alors, c'est facile de taxer les autres de racistes. La preuve, pourquoi les Asiatiques en général et les Chinois en particulier ne sont plus victimes de racisme alors que les Africains, les Aborigènes et les Amérindiens en souffrent toujours? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'armes. Les Chinois en ont. Alors, ces chercheurs et puis ces savants nous ont dit maintes et maintes fois, il y a plusieurs autres qui ont dit la même chose, que tous nos ancêtres étaient des Africains. Nous sommes tous Africains. Le plus grand tabou de l'histoire, c'est que tous nos ancêtres sont noirs. Tous les humains sont africains. Au départ, bien sûr. Si aucun Africain n'était sorti d'Afrique, et ça c'est très important, les Blancs n'existeraient pas. Il n'y aurait que des Noirs sur toute la Terre, jusqu'à ce jour. Donc, on n'arrivera pas à combattre le racisme ou le suprémacisme, selon moi, tant qu'on continuera à investir sur les tabous, des mensonges et des falsifications de l'histoire. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous connaissons 36 000 races d'animaux, mais pour l'humanité, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, qui est de la race sapiens, de l'espèce sapiens et du genre Homo. L'entreprise coloniale, je pense que nous, et ça c'est mon invitation, je pense que nous devons faire l'effort de comprendre un esprit tourmenté. Alors c'est celui que vous appelez, que certaines personnes appellent raciste. Moi je dis qu'il faut comprendre ces personnes. Pour moi, un raciste c'est quelqu'un qui est ignorant. Mais une fois qu'il sait ces vérités, qu'on lui a expliqué que, écoute, nous sommes la même personne, ce n'est plus un raciste, c'est un suprémaciste. Parce qu'on lui a expliqué que le racisme n'existe pas, il ne devrait pas exister. Alors, c'est pour ça que moi, j'utilise plutôt le mot suprémaciste plutôt que raciste, parce que le racisme, ça n'existe pas. Alors, il faut comprendre dans ce suprémaciste à qui les colons ont présenté des images des peuples vaincus, des peuples colonisés, dominés, qu'on a mis dans des cages, en spectacle, dans des zoos en Europe. On regardait des êtres humains comme des animaux, comme ils vont regarder des chimpanzés dans un zoo. Et c'est ce que les Occidentaux ont fait. Qui associe et intériorise les animaux dans des cages et les peuples dominés. Il fait l'association. Ils ne sont pas des humains comme nous, les Européens blancs, dont je parle des suprémacistes. C'est comme ça qu'ils se disent. Non, ils ne sont pas comme nous. D'ailleurs, ils se demandent même parfois, est-ce qu'ils ont une âme? Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la controverse de Valladolid, ça se passe comme ça. L'Église qui juge des Amérindiens, s'ils ont une âme. Donc, il faut comprendre ces suprémacistes qui ont grandi et vieilli avec ce mensonge, qu'il a reçu en héritage depuis des générations. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond lorsqu'il est obligé de reconnaître la supériorité des peuples dominés
dans des domaines qui ne nécessitent pas l'utilisation des armes. Alors, je pense que la disparition du monde connu, on peut en parler. Comment faire comprendre à ce suprémaciste et lui faire accepter maintenant que celui qu'il pendait à un arbre ou brûlait hier encore, hein, on se souvient aux États-Unis, selon son humeur, aurait les mêmes droits de l'homme blanc que lui? C'est difficile pour un suprémaciste d'accepter ça, à qui on a raconté toutes ces choses. Comment lui dire que le Jésus qu'il adore aujourd'hui et depuis toujours n'était pas un Européen blanc, mais plutôt un Africain? C'est très difficile pour un suprémaciste, donc il faut les comprendre. De penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, je prends l'exemple des Noirs, est l'objet de nos mépris, est celle même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et même jusqu'à l'usage de la parole. Ça, c'est Volney qui nous le rappelle. Volney était un savant français. Alors, selon moi, il n'y a rien de raciste dans l'esprit tourmenté d'un suprémaciste. Il n'est pas raciste. Il est juste tiraillé entre sa conviction de la supériorité intégrée depuis des siècles et la vérité historique implacable qui finit toujours par jaillir. C'est ça qui le tourmente. Et cette peur de perdre ce qu'il sait déjà et ce qu'il a toujours fait, le monde dans lequel il a toujours vécu. Tout ça s'est mélangé dans sa tête et lui fait avoir des comportements que nous on qualifie de racistes. C'est ce que je pense. Ce que nous appelons racisme, en fait, par ignorance, par convenance ou pour s'acheter une bonne conscience, est une expression d'un complexe de supériorité d'un esprit tourmenté. C'est ça que je viens d'expliquer un peu dans la diapo d'avant, qui est motivé par la volonté de dénigrer ou d'humilier l'autre. Cette invention de l'entreprise coloniale ne devrait donc plus être utilisée, sauf si c'est une volonté de maintenir cette imposture. L'utilisation même du concept de racisme encourage ces messages dénigrants et rend ambigu le discours de ce que l'on prétend combattre. Alors, je pense qu'il y a des ignorants qui adoptent des comportements ou émettent des propos discriminatoires selon leur état d'esprit tourmenté, mais ne sont pas racistes pour autant. Moi, je défends ça. Même si des micro-agressions et des Montréal noirs, des choses comme ça sortent parfois et sont un peu mélangés dans leur message, pour moi, ils ne sont pas racistes pour autant. Le président de la République française, c'est ce que vous avez lu sur le pamphlet, disait que nous sommes, hein, il s'adressait aux Occidentaux, il parlait d'eux, nous ne sommes pas, nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale, donc de la domination occidentale sur le monde. Les choses changent. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. Je peux vous le dire avec certitude, l'Europe disparaîtra. Vous imaginez bien que si c'est moi qui avais sorti une phrase pareille, on aurait dit, quelqu'un me serait sauté au cou en disant que voilà quelqu'un qui veut se venger ou bien qui dit n'importe quoi. Non, ça c'est le président de la République française. Donc les Occidentaux sont chanceux, et vraiment ils sont chanceux que les rescapés de la Méditerranée, donc tous ces Africains qui traversent la Méditerranée et qui meurent certains là-bas, que les rescapés qui traversent et qui réussissent à rentrer en Europe ne rentrent pas là-bas avec des armes sur eux. Comme eux, ils sont arrivés, quand ils sont arrivés dans les pays colonisés. Les immigrants, hein, que ces suprémacistes le comprennent, les immigrants vont s'adapter, une fois qu'ils ont traversé la mer, vont s'adapter, tout au moins pour ce qui est de ce qui leur restera, que les suprémacistes n'aient donc pas peur de devenir minoritaires culturellement, qui n'aient pas peur. Qui n'aient pas peur du changement ou de la disparition du monde qu'ils ont toujours connu. Qui n'aient pas peur. Qui n'ait pas peur de quelque chose qui va se passer. Il faut qu'il soit lucide. Ça va se passer. C'est de l'histoire. Et ça s'appelle une mutation. C'est arrivé avant, dans plusieurs autres civilisations. Les Égyptiens sont tombés. La première civilisation du monde, elle est tombée. L'Occident est en train de muter. Il va muter. Cette évidence peut être effrayante pour certains, mais ils ne seront pas là pour voir l'aboutissement. C'est sûr, moi non plus d'ailleurs. Nous non plus. Les suprémacistes doivent donc réfléchir, et c'est là où j'attire l'attention, et ça fait partie,
le clou de ma présentation, bien de ma position. Les suprémacistes doivent tenir compte et réfléchir vraiment du monde dans lequel vivront leurs petits-enfants. Puisque nous, on ne sera plus là pour voir ça là, mais qu'est-ce qui va arriver plus tard? Le Magnificat est en train d'être chanté. Les esclaves, les colonisés et tous les autres opprimés d'hier sont en train de se redresser sur tous les plans. Absolument tous les plans. Alors que le double langage et le deux poids, deux mesures des Occidentaux est de plus en plus clair pour le reste du monde. Ils sont les seuls à ne pas se rendre compte de leurs propres contradictions. Ces contradictions font qu'ils perdent de la crédibilité. Par cupidité, l'Occident a renié ses racines chrétiennes. Un arbre sans racines meurt. Qu'il soit grand, énorme, majestueux, s'il perd ses racines, il meurt. C'est ce que disait Macron tout à l'heure. Ceci est vrai pour un fleuve qui tarira s'il se coupe de sa source. Tout comme un homme qui a perdu ses valeurs, qui n'a plus de repères, devient comme un morceau de bois ballotté par les vagues dans la mer. L'Europe, telle qu'on la voit aujourd'hui, disparaîtra si elle continue dans ce sens, à imposer sa vision du monde par la colonisation. Alors, ceci a fait dire au cardinal de l'Église catholique, Robert Sarah, que si l'Occident continue dans ce sens, l'Europe n'a pas d'avenir. On peut donc comprendre, et à juste titre, la peur de la vengeance des colonisés d'hier. Si les faibles d'hier décidaient de se venger, qui seront les futures victimes de ce qui est appelé racisme? C'est la question que nous devons nous poser maintenant. Tout à l'heure, je nous invite à nous poser cette question. Je pense donc que, honnêtement, nous devons lutter contre les discriminations basées sur la pigmentation de la peau, basées sur le genre ou la religion, etc. C'est une chose. Mais lutter contre le racisme, c'est un leurre, c'est-à-dire c'est un mensonge. Il n'y a pas un seul raciste sur la Terre, je suis convaincu de ça, mais des suprémacistes, il y en a. Et on n'est pas obligé d'être suprémaciste. On en viendra à bout qu'en enseignant l'histoire de manière objective depuis l'école et non plus sous l'angle du chasseur ou du vainqueur. À défaut, les infériorisés d'hier et d'aujourd'hui chanteront le Magnificat le moment venu, mais de la manière qui ne plaira certainement pas aux suprémacistes d'aujourd'hui. C'est l'esprit de vengeance que je suis en train d'attirer l'attention, qu'il faut qu'on évite ça. Et que ceux qui dominent aujourd'hui pensent à ça, que demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je lance une invitation à la fraternité, au pardon et à la méditation. Au crépuscule de cette domination violente, n'est-il pas préférable de raconter l'histoire de l'humanité avec un esprit universel et objectif dans les écoles? On sait que la race n'existe pas, mais on sait que l'Europe est peuplée de blancs. L'Asie est peuplée de blancs et de jaunes, qui sont tous responsables des civilisations de leur pays et berceaux respectifs. Pourquoi seule la race des anciens Égyptiens doit demeurer un mystère? Et quand je dis race des anciens Égyptiens, ce sont des Noirs, okay? Ce sont des Africains. Reconnaître, pour que se donner bonne conscience, il est plus acceptable de parler de racisme, qui ne veut rien dire, à la place de suprémacisme, qui est exactement ce qui se passe depuis l'esclavage. D'être moins arrogant. Donc, j'invite les suprémacistes à être moins arrogants et faire tomber les tabous. Si cette vérité historique était sue, pensez-vous, je me demande à vous qui êtes en train de m'écouter, pensez-vous qu'il existerait de la discrimination sur la base de la peau? Si ces suprémacistes savaient qu'ils venaient tous d'Afrique, que nous sommes tous la même personne, c'est juste une question de pigmentation, dépendamment de la région géographique où le noir a été allé, puis la peau a changé. Et si il n'y aurait pas ces discriminations basées sur la peau, par exemple. Par contre, la peau ou pas la peau, par contre, oui, cela ne changerait rien pour les suprémacistes. Puisque leur idéologie est et sera toujours basée sur le rapport de force et de la violence du faible face à la force militaire. En ce moment-là, toute considération, ils s'en fichent, tout le monde qui peut vous dominer. Et c'est ce qui va arriver dans une même famille ou qui va arriver dans le même peuple. Donc, je reste donc convaincu
qu'être ignorant ne constitue pas un crime. C'est le maintien d'une personne dans cet état ou la confiscation du savoir qui pourrait en être un crime. Alors, non à la vengeance. C'est ma position, non à la vengeance. Ils ont la chance que les Noirs ne cherchent pas l'égalité, ne cherchent pas la vengeance, mais cherchent l'égalité. Ça, ce sont des mots d'une participante à la manifestation Black Lives Matter, et puis l'autre, le 14e amendement de certains documentaires aux États-Unis. Mais je vous assure, lorsque j'ai vu ça, moi, j'ai eu les poils qui se sont redressés sur moi, parce que c'est cet esprit de vengeance justement qu'on veut éviter. Et il dit qui s'estime heureux. Alors, vous imaginez un peu tous ceux qui ont été opprimés, s'ils décidaient tous de se venger, qu'est-ce que ça donnerait demain? Les suprémacistes occidentaux peuvent-ils imaginer dans quel monde vivront leurs petits-enfants si tous ces peuples brutalisés par cupidité décidaient de se venger? De l'Afrique en Asie, les Africains esclavagisés, colonisés, violés, assassinés, pillés, bombardés, et les Chinois, par exemple, humiliés lors de la guerre de l'opium. Vous imaginez? De l'Amérique à l'Australie, les Africains américains, dont les Noirs américains, certains les appellent, les Premières Nations, du moins ce qui en reste, les aborigènes bombardés, pillés, génocidés. Si demain ces gens devaient se redresser, ça fait beaucoup de monde contre un petit peuple européen. Et ben, quand on dit européen, c'est les États-Unis et puis l'Europe. Hein. Ce n'est pas juste de l'autre côté de l'océan. Alors, pour moi, je pense tout simplement que, et je suis vraiment convaincu de ça, qu'on ne peut pas refaire l'histoire. Donc, je suis contre tous ces jugements qu'on peut faire à ceux qui, hier, ont dominé, ont fait ceci, là. On ne peut pas refaire l'histoire. Ce qui est passé est passé. Ça, c'est ma conviction. J'y crois et puis c'est dans ce sens que je travaille. Nous devons plutôt éviter de refaire les mêmes erreurs du passé. Donc, nous ne devons pas faire comme eux. Ceux qui seront demain, la nouvelle civilisation qui arrive, devraient éviter de se venger parce que ce serait comme une roue. Ça ne se finira pas. Vengeance, ça fera la vengeance. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans la Bible des Occidentaux, dans Galates. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc, ce n'est pas la peine de refaire la même chose qu'eux, ils ont fait. Donc, il faut éviter la vengeance. L'Occident n'est plus le centre de gravité du monde. Même si la fiction de la centralité persiste et que certains d'entre nous meurent à la poursuite de ce mirage. Hein, certains pensent encore que l'Eldorado, c'est en Europe, tout au moins en Occident. Mais c'est fini. Comme disait Macron tout à l'heure, c'est fini. Il est donc urgent, c'est pour ça que je l'ai mis en jaune, il est urgent d'enseigner l'histoire universelle et objective pour que à la fois les Blancs et les Noirs, disons tout au moins les Européens et les non-Européens, qu'on ait tous une même connaissance, qu'on soit branchés sur la même longueur d'onde et qu'il n'y ait plus tous ces malentendus. Moins d'arrogance vers les dominés d'hier. L'arrogance de la part des Occidentaux, qu'ils soient moins arrogants, parce qu'ils voient que de plus en plus, les autres se réveillent et eux, ils sont plutôt en train de décliner. Donc, un peu moins d'arrogance, ça va atténuer le désir de vengeance des dominés d'hier. J'invite les dominés d'aujourd'hui à ne pas chercher à se venger des colonisateurs occidentaux d'hier. Et bien entendu, on n'arrivera pas à bout du racisme que moi j'appelle suprémacisme tant qu'on continuera à investir sur le racisme, à investir sur des tabous, à investir sur des mensonges ou des falsifications de l'histoire. Parce que la vérité, il vaut mieux la dire pour que tout le monde ait l'heure juste. C'est ma conviction. Et c'est la fin. Je vous laisse la parole. J'ai pris 15 minutes. Je vous laisse la parole et vos questions aussi. Et je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire pour... Je dois mettre pause. Ah, on ne vous entend pas. Merci. Donc, j'inviterai toutes les personnes qui sont présentes, qui voudraient poser des questions ou adresser des commentaires à M. Allenby. C'est le bon moment. On vous écoute. Oh, rebonsoir. Oui.
Permettez-moi de vous appeler Marie-André. Hein? Je m'excuse que je n'ai pas... Non, non, ben, c'est parfait. En fait, je n'ai pas vraiment de questions ou de commentaires. Simplement vous remercier pour cette perspective-là que je trouve vraiment très, très intéressante. Puis moi, comme personne, ça me fait vraiment réfléchir, puis ça amène une nouvelle perspective à la façon dont je peux considérer le racisme et aborder ces questions-là. Donc, c'est simplement vous remercier, mais je pense que je vais avoir besoin de réfléchir à tout ça, puis de me documenter aussi un petit peu plus, de lire là-dessus sur ce point de vue-là avant de commenter. Donc, si mon silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est plus de la réflexion que je vais faire à ce sujet-là. OK. Alors, tout de suite, j'ai un peu d'informations, je pourrais vous la communiquer. Parce que tout ce que je dis là, je n'ai pas mis des références parce que je ne voulais pas que ce soit lourd, les diapos, mais à la fois, la présentation, vous allez la recevoir si vous voulez, mais j'ai aussi des références. Pourquoi je dis telle chose? Il y a des références, comme j'ai cité Macron ou bien le cardinal de l'Église catholique et d'autres personnes. J'ai de la référence pour tout ça. Et je vous dis aussi que le sujet il est très large. Et j'ai pris juste un petit bout en tenant compte de la situation actuelle mondiale, pour ne pas dire certaines choses que quelqu'un pourrait taxer de parti pris. Alors, j'ai choisi d'être juste, de donner juste ce qui m'embête le plus et qui, selon moi, peut aider à ce qu'on lutte vraiment contre le racisme. Parce que, selon moi, on ne le fait pas. Et pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts financiers qui sont là. Et je peux le dire, puisque je veux dire, je n'ai pas besoin de le répéter forcément, là, je serais plutôt tenté de dire, oui, c'est vrai, il y a du racisme. Non, il y a de l'incompréhension. Mais cette incompréhension et ce manque d'explication est peut-être voulu, mais je ne peux pas l'affirmer. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne me l'a pas dit. Mais je peux démontrer que si maintenant que nous le savons et qu'on ne fait rien, ça veut dire qu'on veut que ce soit comme ça. Mais je ne peux pas affirmer ça. Okay? Mais donc, j'ai assez d'informations. Pour le peu que j'ai, je vous le communiquerai. Il n'y a pas de problème. Et bien entendu, ça va vous amener à regarder aussi d'autres choses. Et surtout, je serai très, très heureux de discuter avec vous, sincèrement. Pourquoi? Parce que rien que de ce que vous êtes en train de dire là, si nous ne faisons rien, vous savez, je suis à Montréal-Nord. Et lorsque les choses arrivent ici à Montréal-Nord, et ce que je viens de dire là, moi, je le vis ici, on pense que c'est juste là-bas. Non, ça touche tout le monde. Ça touche une situation difficile qui arrive dans un endroit, ça affecte tout le monde. Donc, si on est vraiment honnête avec soi-même et qu'on veut vraiment la paix, travaillons vraiment pour que ça n'arrive pas. Mais si on fait semblant de lutter contre quelque chose qui ne va pas, parce qu'au fin fond de nous, on se dit, oh, ce n'est pas mes enfants, oh, ce n'est pas mon problème, parce que eux, c'est là-bas, c'est les autres, ça va finir par nous atteindre. C'est un peu le fond de ce que je n'ai pas dit là. Je vous le dis à vous. Mais bien entendu, je vais le dire. C'est enregistré, donc je ne le cache pas. Mais je n'ai pas voulu amener ça dans ma présentation. Donc, ça fait pas des choses que je peux discuter avec vous ou toute personne qui est intéressée. Et parce que nous devons préparer la paix. Nous devons, parce qu'on n'a pas le choix. Nous sommes dans le même bateau. Il n'y a personne qui va aller sur Mars, là. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, si ça se passe, on sait maintenant ça se passe quelque part là-bas, ça nous affecte ici. Alors, nous devons être vraiment sincères et honnêtes. Je sais que ce n'est pas facile, la sincérité ni l'honnêteté, mais c'est par là qu'il faut passer. Enfin, c'est ma croyance, c'est ma conviction. Merci. En même temps, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête un peu plus tard, n'hésitez pas à communiquer avec M. Aimbi en écrivant info@commercialmenerautrement.org. Également, nous pourrons partager cette présentation PowerPoint qui est disponible sur la page Facebook et également sur la page YouTube de l'organisme. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je mettrai fin à cette conférence. Je vous remercie, M. Aimbi, pour cette présentation qui est vraiment très éclairante et qui porte beaucoup à réfléchir. Et en fait, voilà, j'inviterai encore une fois tous les spectateurs de communiquer avec nous si on a des questions. Merci encore et bonne soirée. Regardez, demandez à Marie si elle veut nous laisser ses coordonnées. Elle va vous les laisser que je lui envoie les éléments et puis quelques références que j'aurais trouvées que je vais lui envoyer. Bien, vous les avez puisque vous m'avez invité ce soir. OK. La dame que vous voyez, la dame qui est en train de parler là, c'est elle qui manipule tout. Moi, je ne vois rien. Elle a tout confisqué. Là, c'est une dictature ici. J'ai bien vu.
Elle a retenu l'information. OK, ok, donc je vous envoie ça aussitôt qu'on termine. Excellent. Vous savez, un saint homme, moi je suis un peu dans ce monde-là, un saint homme disait que lorsqu'il a commencé son chemin, et généralement les sages commencent leur chemin, ça veut dire qu'ils ont été comme nous, c'est des êtres humains comme nous, sauf qu'ils ont développé une petite dimension spirituelle qui fait que ben, ils peuvent faire ou voir des choses que nous, on ne voit pas. Alors il disait que quand j'ai commencé mon chemin, quand j'ai commencé mon voyage, et j'étais tout seul, j'étais en train de, il s'appelle Darshan Singh. Il dit, quand j'ai commencé mon périple, j'étais tout seul. Mais au fil des pas que je faisais, il y a des gens qui sont venus me rejoindre très, très difficilement. Certains me critiquaient, certains me lançaient des cailloux, d'autres m'encourageaient. C'est un peu le chemin de nous tous. Hein. Mais il dit qu'à la fin, ils étaient devenus une caravane. Et généralement, lorsqu'on prend un chemin que les gens n'est pas habitués, ce n'est pas facile d'entendre des vérités, ce n'est pas facile d'entendre des choses certains, on ne veut pas les entendre, ou c'est un peu difficile. Mais si c'est ça qu'il faut faire, il faut faire ce qu'il y a à faire. À la fin, peut-être, on sera une caravane. Qui sait? Parce que c'est le rêve de nous tous. Alors, moi, je considère que nous avons commencé, Denissa et moi, et puis d'autres personnes autour de moi ici, là, et d'autres parents, et que peut-être Marie-André va nous rejoindre et puis on va avoir une plus grande compréhension des choses, on va peut-être toucher beaucoup plus de monde. Et moi, je vous dis merci d'être parmi ces personnes qui pensent à demain et à la paix pour demain. Pas la paix politique, des affaires comme ça, tout ça. Non, c'est dans les actions que nous devons cultiver, faire des choses pour que ça touche l'autre. Alors, c'est moi qui vous remercie. Hein. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes. Bye. Merci. Bonne soirée. Bon. Oh. Est-ce que je peux fermer? Oui.